Nous amorçons la toute dernière partie de cette émission consacrée au siège permanent du Conseil de sécurité que prétend avoir l'Afrique. Comment est-ce qu'il faut faire? Quelle est la stratégie qu'il faut adopter? C'est ce dont nous débattons sur ce plateau et nous sommes toujours avec 4 représentants, 4 invités sur ce plateau. Il s'agit d'abord de M. Vénus Karambizi, qui est professeur de relations internationales du Rwanda, et de M. Mohamed Salifou Keïta, qui est journaliste, qui vient de la Guinée, Mme Chantal Kongba, qui est coordonnatrice de la plateforme pour la paix et la solidarité, qui vient de la Centrafrique, et de M. André Gakwaya, qui est journaliste politique du Rwanda. Beaucoup de réactions de téléspectateurs. On va même commencer par en donner un peu à rendre compte aux téléspectateurs ce qui nous est envoyé. D'abord, M. Aimé Ouedraogo qui dit que l'Afrique n'est pas solidaire, il suffit que ses membres non permanents boycottent totalement le Conseil jusqu'à l'obtention d'un siège permanent à la réforme du système, ce que nous avons dit un peu tout à l'heure, que vous avez battu en brèche. M. Ghislain Dugarry-Assis qui dit « Comment voulez-vous qu'on donne un droit de décision mondial à ce continent si ce continent, à travers ses dirigeants, pille leurs propres ressources aux besoins des Occidentaux et qui profitent plus particulièrement à une minorité de personnes qui sont proches de ces dirigeants vers eux. L'Union africaine qui à chaque fois tend la main pour préserver la paix auprès des Occidentaux. Quand certains dirigeants africains veulent faire respecter l'Afrique, d'autres Africains, par l'aide de la communauté internationale, sont tués ou déportés dans des prisons loin de l'Afrique. Entre autres réactions, on va pouvoir continuer. On va pouvoir continuer. Une dernière réaction de Koliba depuis la Mauritanie qui dit « Disposer d'un siège permanent au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies requiert beaucoup de critères. D'abord, il faut une indépendance économique solide et fiable, un peuple conscient de son avenir et éveillé, et enfin une grande maturité politique, à savoir démocratique, respectant les droits humains exprimés par la Charte des Nations Unies. On va pouvoir donner de lecture d'autres réactions tout à l'heure. Vous pouvez continuer par me les envoyer par l'adresse ua2016@africa24tv.com. ua2016@africa24tv.com. Professeur Karambizi, j'étais avec vous quand je vous ai arraché la parole tout à l'heure. Je voudrais vous laisser finir quand même par rapport à ce que vous dites. Oui, je disais donc que, contrairement à ce que les gens disent, je crois qu'en Afrique, il y a des points positifs. Il faut focaliser sur cela, bâtir l'avenir sur cela, bien sûr corriger les échecs aussi, éviter de refuser les droits aux différentes catégories de la population ou des populations africaines, et assurer une bonne gouvernance, organiser nos économies, organiser l'industrialisation de notre continent, etc. Puisque dans le monde, comme dans la vie courante, on ne donne qu'aux riches, on ne donne qu'à ceux qui ont. Nous devons être puissants d'abord, organiser notre puissance comme Africains, avant d'avoir au chapitre une voix, écouter. Et comme je disais, comme nous avons la chance d'avoir déjà l'Union africaine, nous devons mettre sur la table la question d'obtenir un siège ou des sièges nécessaires, proportionnels à la puissance que l'Afrique représente aujourd'hui. Et pour cela, nous avons assez d'experts pour discuter mûrement de la question, mettre en place des stratégies efficaces, mettre en place des mécanismes efficaces, mettre en place un processus de négociation avec les uns et les autres dans le monde pour imposer les vues de l'Afrique. Et si cela est bien fait, je suis convaincu que l'Afrique aura la représentation qu'elle mérite dans le monde. Mais ça ne suffit pas d'obtenir un siège, il faut aussi une stratégie permanente de pouvoir tirer profit des représentants au moment des négociations, leur donner une ligne de conduite, les aider. Et si on n'a pas tiré un profit suffisant de ces sièges, c'est qu'on les a abandonnés à eux-mêmes, ils se sont sentis beaucoup plus représentants de leur propre pays que du continent. Alors, je crois que c'est le contraire qu'il faut faire maintenant. Chers téléspectateurs, nous avons soumis un certain nombre de questions sur les réseaux sociaux. La question a été pourquoi l'Afrique ne dispose-t-elle pas d'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU? En général, plusieurs réactions sur Facebook nous sont parvenues entre 9h et 13h GMT. Et dans l'ensemble, c'est des réponses négatives. Les commentaires sont majoritairement négatifs. Les internautes soulèvent 2 éléments principaux. Premièrement, ils disent que le manque d'unité et de cohésion entre les pays africains rend difficile le choix d'un unique représentant du continent à l'ONU. Deuxièmement, ils disent que la domination de l'Occident dans la géopolitique mondiale ne permet pas à l'Afrique de s'affirmer. L'Afrique n'aura pas sa place si elle ne s'impose pas. Alors,
Monsieur Salifou Keïta, il faut s'imposer, mais comment s'imposer? Il faut avoir des méthodes. Oui, je pense qu'il faut avoir des méthodes. Je reviens à la question que vous aviez posée tout à l'heure au professeur. Je me souviens que c'était en 2003, par la présence tournante des Africains au Conseil non permanent. En 2003, c'était le tour de la Guinée et il s'est posé le problème de la guerre de l'Irak que les États-Unis voulaient engager. La diplomatie guinéenne à l'époque a été ferme. Le ministre, celui qui est devenu après le ministre des Affaires étrangères, il était François Fall, je crois, qui travaille en ce moment pour l'Union africaine. En fait, la politique de la diplomatie guinéenne a refusé cette guerre. On a vu toutes les grandes puissances du monde courtiser la Guinée et venir à Conakry pour plaider leur cause. Donc, la position de la présidente tournante de la Guinée était niette. On ne peut pas s'engager dans cette guerre, on ne peut pas engager les Nations Unies dans cette guerre. Mais puisque les États-Unis étaient fortes, elles sont parties dans cette guerre contre l'Irak avec quelques pays satellites. Je pense que là, c'est une étape qui est très, très importante pour l'Afrique. Mais je crois qu'il faut se passer du pessimisme ambiant en tenant compte du fait que les puissances économiques interviennent dans notre continent. Il faut que nous ayons confiance en nous-mêmes. Il faut que nous ayons confiance en nous-mêmes. Je veux parler des Afriques. Bon, le professeur disait qu'il faut imposer nos vues. Les négociations sont tout à fait indéniables pour cela, et puisque nous représentons une puissance démographique, puisque nous représentons une puissance économique. Et je pense que ceux qui sont en face de nous savent que nous avons une vision, que nous avons une prospective qui pourrait nous permettre de faire face à tout cela, et qu'on peut compter que sur l'Afrique. On prend l'exemple dans l'élection de certains citoyens de ces pays occidentaux à des postes donnés. Et ces pays-là passent par l'Afrique. Et nous voyons cela, les concussions, les dichotomies qui se font entre chefs d'État africains. On veut élire tel ou tel Africain à la tête de tel organisme. On est obligé de faire du lobbying auprès d'un certain nombre de pays. Les Occidentaux le font dans notre continent. C'est à nous de prendre conscience de tout cela et d'avoir confiance en nous, d'avoir confiance à la politique que l'Union africaine essaye de mener. Et me semble-t-il qu'à cette session, à ce sommet de Kigali, c'est un tournant important pour la diplomatie africaine, c'est un tournant important pour ce que nous discutons aujourd'hui. Moi, je crois qu'il faut aller de l'avant. Il y a eu des générations en Afrique qui ont déblayé le terrain pour nous. Il y a eu d'autres générations qui ont travaillé dans ce sens. Nous avons affaire aujourd'hui à une génération high-tech qui ont des Africains qui sont formés dans des grandes écoles comme des Occidentaux. Et je crois qu'il ne faut pas vivre dans l'autarcie. Il faut s'ouvrir sur le monde, il faut s'ouvrir au monde et permettre à ceux qui doivent négocier pour l'Afrique. On dit que dans les négociations, il faut que vous ayez les mêmes balances. Mais je ne suis pas d'accord. Il y a des intérêts qui sont en jeu. Faisons parler de ces intérêts. Et si nous faisons parler de ces intérêts et que tous les Africains parlent de la même voix, nous pouvons réussir. Merci, M. Mohamed Salifou Keïta. M. Gakwaya, certaines personnes estiment qu'avant que l'on octroie ce siège permanent à l'Afrique, il faudrait nécessairement d'abord faire la réforme des Nations Unies, du Conseil de sécurité justement plus précisément, parce que dès qu'on aura octroyé ce poste à l'Afrique, ce siège à l'Afrique, et que l'Afrique disposera d'un droit de veto, par exemple, avec le syndicat des chefs d'État en Afrique, on risque de ne pas pouvoir assister à un débat correct au sein du Conseil de sécurité. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Je ne crois pas que nos chefs d'État, le syndicat des chefs d'État, comme vous les appelez, risquent de ne pas s'accorder au niveau des Nations Unies, dans les débats, dans les discussions. L'idéal qui est prôné, qui est visé, c'est que l'Afrique, dans le Conseil des Nations, travaille toujours comme une même entité défendant les intérêts de ses peuples, de son peuple. L'essentiel, c'est d'avoir une vision. Maintenant, nous avons une vision pour l'Afrique. Au niveau des politiques et programmes de l'Union africaine, au niveau des droits de l'homme, des droits de la femme, priorité, des droits des enfants. Nous avons un ensemble d'instruments et de conventions et de protocoles que nos pays sont appelés à ratifier et en même temps à mettre en œuvre. Ça, c'est la première étape. Parce qu'avant de s'entendre au niveau des Nations Unies, il faut que nous commencions d'abord par ratifier des conventions internationales qui nous régissent et que nous puissions aussi les mettre en œuvre. Et il faut nous réussir
notre politique d'intégration régionale, d'accord, mais aussi réussir l'intégration continentale. Un passeport africain à chaque pays pour pouvoir circuler dans chaque pays africain librement. Le Rwanda l'a déjà réalisé. Maintenant, n'importe quel Africain de ce continent peut se présenter à Kigali avec son passeport et il est reçu. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est déjà un grand pas. Et il y a d'autres efforts qui doivent être faits au niveau de la communication, au niveau des coûts, et au niveau des téléphones, et au niveau de tout cela. Alors, il faut créer des infrastructures pour que je puisse quitter ici et aller à Dakar, à Niamey, au Mali, et à Tanger, hein, dans un train, pas nécessairement prendre un avion. Tout cela est possible. Il y a une politique africaine d'infrastructure. Il y a des réseaux, de grands réseaux, pour pouvoir passer d'une région à une autre sans aucun problème. Donc, je pense qu'au niveau de la politique, notre politique, avant de nous entendre au niveau des Nations Unies, nous devons d'abord nous entendre sur notre continent, travailler sur des programmes et des politiques communs. Et de cette manière, nous allons nous rapprocher, nous apprécier, travailler ensemble, être plus solidaires. Et cette solidarité va forger des liens et une fraternité solide et soudée qui nous aidera même à mieux réussir dans les grands débats internationaux. Je pense qu'à ce titre, nos chefs d'État aussi ils travaillent dans ce sens. C'est pourquoi il y a des sommets au moins 2 fois l'année. Il y a des intérêts africains communs que nous devons défendre et nos chefs d'État doivent travailler dans ce sens d'ailleurs. Vous avez parlé à un certain moment de Kadhafi et de cela, mais Kadhafi, son régime était d'avance miné parce qu'on l'accusait d'avoir soutenu le terrorisme et l'Occident avait gardé une dent contre lui, notamment à l'avion de tomber à Rockerby, des familles entières. Tout cela a tissé une certaine haine, une certaine aversion envers ce régime, surtout qu'on l'accusait d'avoir soutenu le terrorisme. Et maintenant, nous vivons de plein fouet les effets négatifs du terrorisme. Nous avons succès. Alors, ceux qui ont plus de moyens, il est normal qu'ils puissent, à un certain moment, abattre un régime. C'est ce qui lui est arrivé, c'est le destin libyen, c'est cela. Madame Kouba, tout le monde est unanime qu'il faut... Ce suicide permanent est une obligation, c'est une nécessité. Les dirigeants, il y a la volonté politique, si on peut s'exprimer ainsi. Alors comment accélérer maintenant les choses, selon vous? Comment est-ce qu'il faut accélérer les choses pour pouvoir obtenir enfin ce siège? C'est de parler et de continuer à demander. Hein? Les chefs d'État vont se réunir. Il faut prendre une décision. Il faut réclamer cette place. Il faut réclamer cette place. Il faut réclamer cette classe, il faut faire cette réclamation. Alors, professeur, est-ce que vous pensez qu'il faut changer de stratégie? Et si oui, quelle est la nouvelle stratégie qu'il faut adopter désormais? Bon, la volonté de la place ou des places permanentes est déjà là. Ce n'est pas question de changer de stratégie, mais de renforcer la stratégie qui reste encore très large, très globale, la préciser. En fait, une stratégie gagnante. Et pour cela, mais je voudrais revenir un peu à une idée, ou bien à un constat que vous avez évoqué tout à l'heure, quand vous posez la question à André, que la réforme au sein du Conseil de sécurité, en fait, s'inscrit dans une logique globale de réforme des Nations Unies. Puisque les Nations Unies ont été mises en place il y a plus de 50 ans, et le contexte mondial a changé. Et elles sont dépassées dans beaucoup de domaines. Et je crois que ce que les Africains doivent exiger, ce n'est pas seulement des places permanentes au sein du Conseil de sécurité, mais des places un peu partout, au sein de la Banque mondiale, au sein du FMI, qui ont le monopole des choses, des affaires économiques et financières. Et ce qui a un impact fondamental, crucial sur nous, notre avenir, la vie des Africains. Des places au sein du PNUD, des places créées au sein des autres institutions spécialisées. Toute organisation internationale, il faudrait qu'il y ait plus d'Africains, vous voulez dire? Oui, il faut parce que le monde a changé, les Africains ont gagné plus de puissance qu'avant, plus d'importance qu'avant, etc., etc. Mais pour revenir au renforcement de la stratégie, pour obtenir la chose la plus en vue, à savoir le siège permanent, oui, des sièges permanents au sein du Conseil de sécurité, nous devons, nous, en tant qu'Africains,
mettre en valeur l'agenda 2063, qui contient beaucoup de bonnes choses comme document, comme cadre de vision de développement socio-économique de l'Afrique. Et ce cadre va inspirer de continuer à renforcer la puissance socio-économique des ensembles sous-régionaux et des pays eux-mêmes. Il y a des choses déjà faites. Par exemple, le Rwanda devient maintenant indépendant budgétairement à peu près 62%. C'est-à-dire que 62% du budget vient des ressources internes proprement rwandaises et peut-être 38% viennent de l'emprunt, éventuellement de l'aide, etc. Il y a des pays comme le Kenya qui avancent même peut-être autour de 95%. Donc, tous les pays africains doivent assurer de se prendre en charge financièrement, tout comme l'Union africaine. J'ai insisté là-dessus tout à l'heure. Les ensembles sous-régionaux doivent aussi construire leur puissance. Ensemble tels que la communauté est-africaine, la communauté des pays de l'Ouest, etc. Au sein de cette communauté est-africaine que je connais un peu plus que les autres, peut-être parce que je suis de coin, nous avons déjà réalisé de bonnes choses, notamment entre le Kenya, le Rwanda, le Soudan du Sud et l'Ouganda. L'Ouganda, le Kenya, le Rwanda, etc. Il y a l'Éthiopie n'est pas membre, mais il y a des alliances. Mais au sein de ces 4 pays, sur 6 qui composent l'East African Community, ou la communauté est-africaine, les gens peuvent circuler même sur présentation de carte d'identité. Il y a beaucoup d'accords intéressants en matière de tourisme, etc., qui font que cette communauté est en train de gagner de la puissance et inspire la puissance interne des pays. Ceci doit être fait partout, dans les 4 coins d'Afrique, Afrique du Nord, de l'Ouest, de l'Est, du Sud. Et comme ça, nous allons même résoudre le problème des conflits internes, puisque l'Afrique, avant de s'intégrer globalement, doit s'intégrer au niveau national. On doit intégrer nos tribus, là où elles existent. On doit intégrer les catégories sociales pour qu'elles travaillent de concert. Et ça fait partie de la stratégie, puisque comme ça, l'Afrique se donne la puissance nécessaire et pour s'imposer face aux interlocuteurs. Et pour le reste, je crois que... Professeur Kambi, donc si je comprends très bien, il y a un point très important, c'est l'intégration. En tout cas, sur ce plan-là, il y a beaucoup d'avancées, ce qui peut servir de moteur quand même pour les autres aspects qui restent encore sur le continent. Nous devons réaliser la puissance nationale, sous-régionale, régionale, au niveau continental. Et puis, avec ça, nous allons nous imposer. Mais peut-être, on ne doit pas commencer par une chose et faire une autre après. Ça doit être mené parallèlement. Parce que tout cela doit prendre beaucoup de temps, vous comprenez? Il ne faut pas dire nous allons nous intégrer, résoudre des problèmes de conflits, etc., de droits de la personne, de gouvernance, et ensuite réclamer le siège. Ça doit être mené parallèlement. De manière donc complémentaire. même si dans certaines sous-régions, on n'est pas encore au même niveau, cela ne doit pas être un frein, vous voulez dire, ne doit pas être un frein. Ceux qui sont en arrière doivent se laisser inspirer par ceux qui sont avancés, etc., etc. Comme ça, on améliore les situations un peu partout. Monsieur Salifou Keïta, alors par rapport à l'intégration, au moins il y a des avancées, c'est une très bonne nouvelle quand même. Il faut mener cela par front. Mener un front, je disais tout à l'heure que par rapport à cette question, je dis qu'il faut une stratégie unanimiste, en fait je l'ai noté, avec la participation de toutes les composantes que sont les leaders d'opinion en Afrique. Il faut que nous puissions nous passer aussi de ce nationalisme béat qu'on a en Afrique pour penser aux Afriques, je mets toujours au pluriel, pour penser aux Afriques et mener avec front ce combat-là. Et je pense qu'avec, comme l'a dit madame, il faut tout le temps en parler. Je parlais des leaders d'opinion en Afrique. Vous avez des ONG, et vous avez des hommes en Afrique qui sont écoutés dans le monde, comme ce Soudanais, et vous avez d'autres personnalités importantes qui peuvent mener à bras le corps ce combat. Un leadership. C'est une question de leadership. Oui. Autant les chefs d'État vont se réunir ici à Kigali pour décider de ces questions-là, mais le travail se fait en bas. Les agrégats sont au niveau des diplomates, sont au niveau des experts, qui sont tous ici dans la capitale. Ils sont près de 4 000 et 5 000 personnes dans la capitale, chacun avec son travail. Il est important de soumettre
aux chefs d'État africains qui vont faire le déplacement de Kigali un rapport important dans ce domaine. Je sais que ce sont des choses qui existent dans le programme de travail ici et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, utiliser la stratégie, une démarche unanimiste sur cette question-là. Monsieur Gakwaya, par rapport au rôle que joue quand même l'Union africaine pour pouvoir avancer et obtenir ce siège permanent, est-ce que vous vous dites, bon, il y a des choses qu'il faut corriger nécessairement, sinon ça risque d'être une entorse pour l'évolution des choses? Bon, nous avons eu, je l'ai répété, je l'ai dit, nous avons eu toujours de bons résultats au niveau des négociations mondiales, notamment au niveau du changement climatique. J'étais à Addis Abeba quand on préparait ces négociations et l'Afrique a parlé d'une même voix et les choses ont bien marché, je veux dire. Et il y a normalement, nous avons des experts, des stratèges en politique, des juristes et chaque personne normalement qui est affectée à un poste, une équipe à laquelle est confié ce travail de réussir un poste au Conseil des Nations Unies, un poste de membre permanent. L'équipe peut se mettre ensemble, travailler, élaborer des stratégies par étapes, les montrer. Et puis, j'estime à mon avis qu'il y a d'abord le lobby que l'on doit mener, c'est absolument nécessaire, le lobby que l'on doit mener auprès des pays les plus puissants, comme vous l'avez dit, les stratégies au niveau interne, la cohésion, maintenir une cohésion interne. L'agenda 2063, à mon avis, a commencé à façonner notre vision au niveau de chaque pays. Nous avons commencé à harmoniser nos politiques en matière des droits de la personne humaine, en matière de l'économie, hier on le disait, en matière de l'agriculture, en matière de la santé, et au niveau des infrastructures. Il y a une façon de dupliquer les bonnes pratiques qui ont réussi dans tel ou tel pays. Ces jours-ci, dans les pays africains. Je vous donne un exemple. J'étais à la conférence de presse de notre ministre de l'Agriculture. Le Rwanda est frappé par une sécheresse dans certaines parties. Alors, il y a aussi certaines maladies qu'on a constatées au niveau du manioc. Mais le Rwanda est allé chercher des variétés plus tolérantes qui peuvent s'adapter à notre sol. Lagos, l'Institut de recherche de Lagos, nous a fourni 4 variétés qu'on a expérimentées ici. Elles sont porteuses, c'est impeccable. Donc, on est en train d'expérimenter. On a fini d'expérimenter, on est en train de planter des racines de manioc venues de Lagos, centre de recherche. Le riz, il y a un centre de recherche qu'on appelle, un projet qu'on appelle Africa Rice. Les variétés les plus porteuses. Il y a des pays membres. Alors, on va chercher les meilleures variétés à Africa Rice, parce qu'Africa Rice a pris les variétés qui existent en Afrique et d'autres qui étaient en Asie. On les a mis ensemble, on a pu produire des variétés plus adaptées à notre continent et qui sont plus riches. Ça, c'est l'exemple d'une intégration réussie au niveau de la recherche et de l'amélioration de notre croissance. En tout cas, c'est beaucoup d'espoir quand même, beaucoup d'espoir de ce que vous dites. Voilà. On est pratiquement à la fin de l'émission, on va faire un dernier tour de table rapidement, finissez là-dessus. Il y a des pratiques qui ont réussi, qui sont en place, qui sont en branle, qui portent des fruits. De même, au niveau des négociations, nous devons travailler dans ce sens, et nous mobiliser, nous entendre, pour restaurer la sécurité, lutter contre le terrorisme, ainsi de suite. Alors, Madame Kongba, les femmes ont un rôle important à jouer dans ce lobbying. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre des femmes dans ce combat? Les femmes, depuis toujours, sont dans le combat pour la restauration de l'Afrique et l'unité, la paix et la sécurité de l'Afrique. Nous crions et nous crierons toujours jusqu'à ce que les hommes comprennent qu'il est important que la paix et la sécurité règnent en Afrique. Et je dirais que si nos présidents vont se réunir, c'est pour au moins réfléchir et choisir un représentant. Un représentant qui a cette vision commune, qui peut porter l'Afrique, qui peut
parler à la place des Africains et développer des stratégies pour le développement de l'Afrique, pour que l'Afrique devienne puissante. Merci beaucoup, Madame Kongba. De toute façon, quand on voit le représentant, les autres seront derrière pour pouvoir porter avec lui le fardeau de ce poste-là. Professeur Karambizi, on va finir avec vous. Dites-nous, pour ceux-là qui sont aux manettes, qui vont conduire les négociations, un petit conseil à leur donner? Il faut qu'ils mettent le problème de recherche de siège que nous méritons en tant qu'Africains à l'agenda. Qu'ils donnent le série qu'il faut, que besoin on organise des réunions techniques pour examiner la question. Autre chose que je peux ajouter, en terminant, puisque nous approchons la fin de l'émission, moi, en tant que professeur, je trouve que les Africains, nous devons travailler beaucoup, former les ressources dont nous avons besoin. Nous avons des ressources humaines, mais nous en avons besoin. Nous avons besoin de mettre en place des ressources davantage ici et là. Et c'est le travail des professeurs. Et comme je suis aussi leader en société civile, je pilote une organisation qu'on appelle Association des volontés de la paix. La société civile aussi doit s'impliquer. Nous devons nous impliquer. Et nos pays doivent nous soutenir parce que l'Occident nous refuse l'argent de temps en temps. Merci beaucoup, M. Karambizi. Comme ça, nous construisons notre puissance en tant qu'Africains. Nous arriverons à toutes nos fins. Mais une dernière chose, les Africains doivent éviter de se décourager par les échecs, puisque les échecs, il y en a partout. Le monde connaît les échecs autour de la Syrie. Les puissants ne s'entendent pas. L'Union européenne a connu un échec tout récemment avec le trait de la Grande-Bretagne. Donc les échecs n'existent pas qu'en Afrique. Nous devons focaliser sur les réussites pour réussir davantage. C'est important de pouvoir le souligner. Monsieur Salifou Keïta, concluez l'émission avec un petit conseil quand même pour ceux qui sont aux manettes. Pour ceux qui sont aux manettes, il faut qu'on se passe de l'autarcie. En se passant de l'autarcie, il faut que nous ayons des voix qui portent. On l'a vu à Nice, Sarkozy a plu après François Hollande. Et en Afrique, nous avons des leaders d'opinion qui doivent aussi travailler dans le même sens que les diplomates qui seront commis à cela. Et il faut qu'on passe Afrique. Il faut qu'on se passe, comme je le disais tout à l'heure, du nationalisme béat que nous avons en Afrique et qu'on puisse travailler pour l'intérêt de l'Afrique et tenir compte de toutes les opinions, que ce soit des opinions africaines et aussi des opinions occidentales. Merci beaucoup, grand merci quand même à nos téléspectateurs, ceux-là qui ont bien voulu répondre à la question à laquelle on leur a soumise. D'abord, sur un panel de nos followers sur Twitter, 93% pensent que l'Afrique n'est pas suffisamment représentée au Conseil de sécurité de l'ONU avec ses 3 sièges non permanents. C'est surtout pour cette émission. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je rappelle que nous avions eu sur ce plateau M. Vénus Karambizi, qui est professeur de relations internationales. Merci. Également à M. Mohamed Salifou Keïta, journaliste qui vient de la Guinée. Merci. Également à Mme Chantal Kongba, coordonnatrice de la plateforme pour la paix et la solidarité qui vient de la Centrafrique. Merci beaucoup. Et M. André Gakwaya, journaliste politique qui est du Rwanda. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Demain, nous aurons un autre thème quand même. Demain, nous aurons un autre thème qui va cette fois-ci traiter de la libre circulation en Afrique. L'intégration passe-t-elle vraiment par un passeport? Est-ce que la mise en service d'un passeport va pouvoir régler réellement, définitivement, le problème de libre circulation sur le continent? C'est de cela que nous allons débattre demain. Vous nous envoyer vos réactions par les canaux habituels. Je vous laisse tout de suite en compagnie des programmes d'Africa 24. À très bientôt.